Merci beaucoup. Je vous propose de passer dans le vif du sujet de l'appel à projet et je vous propose d'accueillir Frédéric Villemain, directeur de l'ingénierie environnementale à la Société du Grand Paris, et John Tanguy, responsable innovation de la SGP en charge de cet appel à projet. Voilà, vous avez vu, c'est une scène particulière, vous pouvez apprécier. Frédéric, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc mon propos est en quelques minutes de redonner les principaux éléments de départ, les données d'entrée en quelque sorte, sur le sujet des déblais. Alors bien sûr, ce sont des éléments qui sont connus de beaucoup d'entre vous. Il y a ce matin une forte expertise qui est rassemblée dans la salle. Mais on dit que l'art de la pédagogie passe par la répétition. Alors allons-y pour rappeler donc les 43 millions de tonnes de notre production de déblais sur une dizaine d'années. Donc cela a déjà été dit, des tonnages sans précédent sur une durée finalement relativement courte. Alors les éléments qui sont rappelés ici sont pudiquement présentés comme des paramètres, mais vous avez bien compris qu'il s'agit quand même, dans notre sujet, de contraintes qui s'imposent à nous, avec des formations géologiques diverses, une forte hétérogénéité. Ce que nous avions identifié très tôt, c'est l'importance des déblais sulfatés, le caractère sulfaté des déblais. Alors depuis, les analyses successives ont démontré que ce n'était pas le seul sujet d'hétérogénéité et de difficulté qui se posait à nous. Les méthodes d'excavation, et en particulier les méthodes d'extraction par les tunneliers, sachant qu'on parle d'extraction par les tunneliers de manière générique, mais les spécialistes ici présents savent qu'il y a quasiment autant de méthodes d'extraction que de tunneliers, et qu'à chaque fois, cela va amener des caractéristiques différentes des produits, des déblais, des matériaux que l'on va excaver. On sait que tout ne pourra pas être revalorisé. On a un objectif de 70% et que dans un certain cas, on a des difficultés en termes de disponibilité d'exutoires. Donc ça, c'était un sujet qui a été identifié très tôt. Et puis, bien sûr, le contexte urbain très contraint, Madame Joanneau l'a rappelé, avec une forte urbanisation, donc des emprises de chantier réduites. Et on sait bien que pour valoriser, il faut souvent trier, que pour trier, il faut un petit peu de temps, et que pour avoir du temps, il faut stocker, et pour stocker, il faut de la place. Et là, précisément, nos emprises de chantier proprement dites sont réduites. Et ça, c'est une difficulté. Et une circulation dense avec une présence très souvent forte d'urbanisation à proximité directe de nos chantiers. La diapo suivante rappelle les axes de nos recherches et de notre volonté d'innovation. Donc on a forcément toujours une présentation qui est un petit peu segmentée entre les trois grands chapitres, traçabilité, caractérisation, transport, mode d'évacuation et traitement, valorisation. Mais bien évidemment, l'appel à projet innovation est aussi une opportunité de mettre en avant des solutions intégrées sur l'ensemble de la filière. Et ça, je pense que c'est également en soi, c'est peut-être aussi une innovation dans l'approche du sujet du traitement des déblais. Donc, traçabilité et caractérisation, si on veut être concret, nous savons que la caractérisation des déblais en sortie de tunnelier pose une difficulté et il serait évidemment intéressant de disposer de méthodes, d'outils qui permettent à minima et assez rapidement en sortie de tunnelier d'avoir une idée de la composition chimique et des caractéristiques physiques des déblais, ce qui permettrait d'orienter la destination et la filière pour la gestion des matériaux.
Un autre exemple sur les transports et modes d'évacuation. Donc, Madame Colosio a évoqué l'intérêt d'avoir des barges moins polluantes, des modes de transport fluviaux moins polluants peut-être qu'ils ne sont aujourd'hui. On sait également, Monsieur Yvain parlait du ferroviaire, qu'on a aujourd'hui une interrogation sur la capacité de la filière ferroviaire à pouvoir acheminer, c'est-à-dire à disposer des outils de transport et de déchargement qui puissent répondre aux quantités de déblais à excaver. Donc en gros, c'est avoir des matériels, des wagons dont l'étanchéité ne pose pas question et des matériels de déchargement, de transfert de matériaux qui peuvent être très souvent collants, argileux, qui évidemment permettent de répondre aux enjeux. On voit que c'est des sujets qui peuvent paraître triviaux quelque part, mais c'est parfois sur ces sujets-là que l'on bute et qui feront ou non le succès de nos filières de gestion des déblais. Et puis, la valorisation. Un exemple est qu'on a un certain nombre de déblais qui, l'on l'a dit, sont sulfatés ou chargés en certains matériaux, donc qui, au terme de la réglementation, ne sont pas inertes. Alors, n'y a-t-il pas moyen de rendre ces matériaux inertes, de les inerter pour favoriser, faciliter ensuite leur valorisation? Et puis, bien sûr, a déjà été évoquée la valorisation matière. L'exposition qui est au-dessus de nous le démontre. Il y a des possibilités et on espère bien que les filières en question vont pouvoir se structurer grâce au chantier du Grand Paris Express. Donc voilà un petit peu les champs d'innovation que l'on souhaite voir émerger à travers cet appel à projet. Et puis, sur la diapositive suivante, on a un rappel de notre ambition générale, qui est bien sûr une ambition environnementale, de diminuer l'impact environnemental des chantiers, de réduire les nuisances pour les riverains, mais également, ça peut-être qu'il faut le souligner à cette occasion, également un enjeu de minimiser les coûts engendrés par la gestion des déblais. À la Société du Grand Paris, on ne considère pas comme acquis que la valorisation signifie forcément qu'il y a un accroissement des coûts pour la gestion des déblais et on espère que l'appel à projet nous permettra de valider cette hypothèse et évidemment d'engager l'ensemble des acteurs sur ce champ d'innovation. Merci beaucoup Frédéric, qui reste pas très loin puisque voilà, je vais inviter à revenir sur scène, notamment pour les questions-réponses. Et John, la parole est à toi sur comment va se passer cette démarche d'appel à projet concrètement. Bonjour à tous. Le micro fonctionne bien? Vous m'entendez bien? D'accord. Je vais faire comme Frédéric, je vais me lever. Tu as donné l'exemple, donc je vais faire de même. Trois principaux objectifs, effectivement, qui dépassent d'ailleurs le seul cadre de l'appel à projet. Le premier objectif, donc c'est, on vous l'a dit, c'est d'identifier et de tester. On reviendra d'ailleurs par la suite sur cette notion d'expérimentation parce qu'elle est appréhendée différemment, finalement, en fonction des acteurs. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être l'expérimentation in situ. Donc, on ne se situe pas dans le champ de la recherche fondamentale ou dans la R&D. C'est vraiment l'expérimentation sur le terrain qu'on va aller chercher à travers cette démarche d'appel à projet. Le deuxième objectif, et je laisserai effectivement Bernard Catelin, membre du directoire, revenir sur ce sujet, c'est finalement les nouveaux objectifs, peut-être plus ambitieux, plus contraignants diront certains, que l'on se donne collectivement dans le cadre des cahiers des charges qui sont émis par la Société du Grand Paris. Les DCE, exactement. Et le troisième objectif qu'on se fixe et qui dépasse largement le seul cadre d'un appel à projet d'expérimentation, c'est effectivement trouver des moyens de massifier ces initiatives innovantes. Et pour ce faire, très clairement, on va avoir besoin de l'ADEME, on va avoir besoin de la région, qui seront des partenaires clés pour effectivement aller plus loin que ces seules expérimentations qui vont durer pendant un temps assez contraint, de l'ordre de 6 mois. C'est une contrainte qu'on se donne pour
tester et effectivement essayer d'apprécier la création de valeur, qu'elle soit environnementale, économique, sociale. Une seule expérimentation ne suffit pas, il faut aller plus loin si effectivement on se dit qu'effectivement collectivement on a quelque chose d'intéressant, et pour ce faire on va devoir mailler l'initiative qu'est l'appel à projet avec d'autres initiatives et avec d'autres acteurs. Donc il y a vraiment cette notion d'écosystème qui est vraiment importante et qu'il faut prendre en compte et qui dépasse le cadre du seul appel à projet. Pour le calendrier, qui est toujours quelque chose qui intéresse beaucoup les répondants. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'appel à projet. On va vous faire découvrir le site innovation.sociétédugrandparis.fr qui est en vie depuis quelques heures et sur lequel vous pourrez aller effectivement pour découvrir les éléments de ressources qu'on met à disposition, le règlement de consultation de l'appel à projet, mais aussi tout le dossier de candidature, qui vous le verrez est assez synthétique. Donc ouverture de la phase de candidature aujourd'hui même, cette semaine d'appel à projet. Nous, côté équipe projet, innovation, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y en aura forcément sur les moyens qu'on met à disposition, sur le cadre de l'expérimentation, qu'est-ce qu'on fait, pendant combien de temps, quelles sont les ressources que vous mettez à disposition, etc. Donc il y aura tout un canal de communication qui sera existant pendant cette phase de candidature, rassurez-vous. Fin des candidatures, donc le 12 décembre à 10h. Quelques jours plus tard se tiendra un comité technique qui appréciera effectivement l'état des candidatures, phase d'analyse, et puis jury final qui devrait se tenir mi-janvier. Voilà, après on rentre dans une phase dite d'ingénierie. Donc c'est là où, sur les projets qui seront retenus, a priori 5 projets, on définira très précisément tout le cadrage en fait, du projet d'expérimentation. Alors certes, vous nous aurez donné des éléments et on aura échangé au préalable, mais ce travail dit de préparation, d'ingénierie, sera un travail beaucoup plus fin qui dure environ 1 mois et durant lequel on définit effectivement tous les indicateurs de succès, toutes les ressources assez fines qu'on met à disposition du projet d'expérimentation, et on définit effectivement avec les collectivités, avec les parties prenantes, vraiment les grands jalons du projet d'expérimentation. Expérimentation qui devrait commencer donc au printemps 2017, février-mars. Les critères de sélection, finalement, ils sont assez simples. Et tout d'abord, le caractère innovant de la solution. Donc, est-ce que c'est une proposition de valeur qui effectivement est nouvelle, apporte quelque chose de novateur dans la réalité qui est la nôtre? La notion de capacité à expérimenter ou de faisabilité, c'est-à-dire que nous, on donne un cadre qui n'est pas forcément... qui est assez contrainte aussi, c'est-à-dire qu'on se donne 6 mois pour expérimenter une solution ou des éléments de solution qui sont apportés par un acteur ou un consortium d'acteurs, avec un budget, j'y reviendrai, qui est limité, mais qui est tout de même là. Donc la capacité à expérimenter ou la faisabilité, c'est effectivement apprécier notre capacité collective à aller tester une proposition de valeur sur le terrain en 6 mois maximum, avec des ressources limitées, et en dégager des conclusions qui sont probantes. Si on se dit qu'effectivement on a besoin de 2 ans de recherche, de travail pour faire l'expérimentation, c'est sûr que ça ne s'insère pas effectivement dans ce cadre-là. L'impact de la solution, donc la notion d'impact, elle est à plusieurs niveaux. Elle peut être, on peut parler d'impact social, on parlait de création de filières, je crois, tout à l'heure. Donc effectivement, on a eu un certain nombre d'échanges avec des acteurs de l'insertion. C'est effectivement des choses qui peuvent être intéressantes. Bien évidemment, l'impact économique. Et puis, primordial, prioritaire, la notion d'impact environnemental, bien évidemment. La capacité de la structure et de l'équipe à effectivement porter le projet, ça c'est des choses qui sont assez importantes également et qu'on va apprécier dans les dossiers de candidature. On a parfois des projets qui sont extrêmement ambitieux, extrêmement complexes et qui sont portés par des structures et des équipes qui ne semblent pas suffisamment armées pour porter ces projets. Donc, encore une fois, le but de la démarche, c'est aussi de donner des moyens, y compris en termes d'accompagnement, j'y reviendrai. Mais il faut effectivement que l'équipe et que la structure ou que le consortium d'acteurs qui propose la solution ait une certaine légitimité, une certaine expérience pour effectivement asseoir le projet. Le niveau de risque de la solution, risque industriel,
en termes de sécurité également du personnel, en termes de données, en termes de santé publique, on peut le dire aussi. Et puis, l'autre aspect, c'est la notion de cadre juridique et réglementaire qui, effectivement, peut être plus ou moins contraignant dans le cadre du déploiement de solutions expérimentales. Alors après, le Code des marchés publics permet aujourd'hui d'expérimenter des choses qui sortent effectivement du cadre réglementaire. Donc, on peut le tester, mais c'est des choses qu'on appréciera également dans le cadre des dossiers de candidature. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant également qui a été dit au préalable, qui n'apparaît pas ici, mais qu'il faut faire... que tu rappelais, Frédéric, c'est la question effectivement de l'intégration des solutions. Ce qui peut être extrêmement novateur et innovant, c'est votre capacité effectivement à vous mailler, parce que j'imagine qu'il y a, je l'espère en tout cas, un certain nombre de potentiels candidats dans cette salle. Ce qu'on va chercher également, c'est des consortiums d'acteurs et des solutions qui se maillent entre elles et qu'on pourra expérimenter pendant la phase d'expérimentation. C'est des choses qu'on va également aller chercher. Donc le niveau d'intégration de solutions est quelque chose qu'on va apprécier dans le cadre des dossiers de candidature. Alors, je suis une start-up, une PME, un grand groupe, un consortium d'acteurs. Pourquoi je dois candidater à cet appel à projet? Merci. Il faut donner envie. Quelle transition. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a une démarche qui se veut extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que ce que nous, on vous propose, c'est effectivement d'aller expérimenter in situ une proposition de valeur sur des chantiers existants sur le Grand Paris Express, mais aussi sur des chantiers que vous pourriez apporter ou que nos partenaires pourraient apporter. Donc cette dimension très pragmatique et cette dimension, j'ai envie de dire, d'accélération, on va vraiment tester in situ votre proposition de valeur et on va se mettre dans cette seringue collectivement pour aller chercher effectivement du retour terrain et apprécier ces indicateurs. C'est quelque chose qui, je pense, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. La deuxième chose qui est intéressante, bien évidemment, c'est tout le soutien méthodologique et financier que nous, on apporte côté Société du Grand Paris. Donc, il y a toute une équipe innovation qui est au service des projets qui sont expérimentés. On n'est pas là pour parler du programme d'innovation, mais il y a déjà donc 15 projets qui sont suivis dans le cadre du programme d'innovation ouvert de la Société du Grand Paris. Tous ces projets bénéficient d'un accompagnement humain et méthodologique assuré par nos équipes. Deuxième soutien, c'est un soutien qui est financier. Je le précise, financier pour les projets d'expérimentation. C'est-à-dire que ce budget-là ne sert pas à assurer le développement des acteurs, des startups c'est des choses nous on couvre pas. On couvre effectivement tout ce qui va servir le projet d'expérimentation. Très concrètement, on cofinance jusqu'à 100 000 €, d'accord ? Donc que ce soit très clair. Après, c'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus frugaux que d'autres. Dans le cadre de la première saison du programme d'innovation ouverte, on a des projets qui sont très peu consommateurs d'un point de vue capitalistique, c'est l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, d'autres qui le sont un peu plus, donc on appréciera au cas par cas, mais il est très important que vous ayez en tête effectivement le fait que nous, on vous soutient d'un point de vue financier dans le cadre des projets d'expérimentation, mais que ça a une limite. Troisième intérêt, c'est la visibilité. L'idée, c'est effectivement de faire effet de levier sur cet appel à projet et que ce ne soit pas juste une expérimentation effectivement qui s'arrête et qui... L'idée, c'est bien effectivement de rendre visible la solution dès lors qu'effectivement elle a un potentiel d'impact en termes environnemental, économique, social qui est positif. Donc ça, c'est des choses que la démarche permet. Et d'ailleurs, ça rejoint le quatrième intérêt à candidater, c'est que expérimenter, c'est super sympa. Nous, on adore effectivement en tant qu'équipe projet innovation aller tester des choses sur le terrain. Après, l'intérêt, c'est quand même bien d'aller chercher effectivement, si la proposition de valeur est probante, un essaimage, allez, soyons fous, une généralisation des solutions sur le terrain dès lors qu'elles ont fait leurs preuves. Donc l'idée, effectivement, que je voulais porter à votre connaissance, c'est vraiment l'idée de travailler avec nous sur comment on fait pour généraliser cette proposition de valeur qui est la vôtre. Pour candidater, slide suivant, du coup, il y a un site, donc il y a innovation.sociétédugrandparis.fr. Donc, alors le site, il existe depuis 6 mois. Je suis allé un petit peu vite en besogne tout à l'heure. Mais effectivement, ces pages dédiées à cet appel à projet gestion des déblais sont en vie depuis ce matin. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'espace Les Grands Paris des déblais, donc, qui est sur le site innovation.sociétédugrandparis.fr. Je vais le répéter encore plein de fois.
Sur ce site, vous avez trouvé quoi en fait? Déjà beaucoup de ressources. Et d'ailleurs, je remercie l'ADEME en particulier qui nous a apporté un certain nombre de ressources documentaires qui vont aider les candidats à répondre. Et ça, c'est extrêmement précieux pour la démarche et pour les candidats. Donc, merci beaucoup encore une fois. Vous allez également retrouver un certain nombre d'informations sur les dates clés à retenir, sur la typologie d'acteurs qui peut candidater. Je vous rassure, c'est très très ouvert. On veut juste effectivement que vous preniez conscience que l'idée de ces projets, c'est bien d'aller expérimenter in situ. Donc encore une fois, on nous a posé la question sur effectivement, si des équipes universitaires pouvaient répondre. La réponse est oui, mais si c'est pour faire des travaux de recherche, effectivement, nous, on ne le fera pas, quoi. Donc, sur le site, effectivement, un certain nombre de ressources documentaires que vous retrouverez et qui pourraient être intéressants. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux me dire un mot, parce qu'on a aussi beaucoup contribué à ces ressources qui sont mises à disposition. Il y a beaucoup d'éléments de caractérisation, je crois, qui ont été mis à disposition, des éléments de tonnage, je crois, également. Oui, c'est effectivement l'occasion de mettre ou remettre à la connaissance de tous un certain nombre de données qu'on a collectées, donc des données quantitatives et qualitatives sur les déblais. Alors forcément, ce sont des déblais qui sont toujours partiels et inégales. On sait très bien qu'on a plus de déblais, on a plus d'informations sur les déblais de nos futures gares et ouvrages annexes que sur les déblais des tunneliers, mais c'est naturellement l'occasion pour nous de porter à votre connaissance tout ce que l'on a collecté depuis plusieurs années. Ce qui est important de retenir, c'est que ça commence aujourd'hui. À midi, vous pouvez commencer à déposer des dossiers. J'imagine que vous êtes tous convaincus désormais de l'intérêt. Ce n'est pas silence radio pendant cette semaine de la part des partenaires de l'appel à projet. On est disponible pour vous renseigner sur la forme comme sur le fond. Et donc, il y a une adresse, vous pouvez envoyer un mail à innovation@sociétédugrandparis.fr. Vous retrouvez ça sur le site. Vous pouvez nous joindre également par téléphone. On a fait en sorte que tous les documents de présentation, le règlement, le dossier de candidature soient les plus simples possibles et vous facilite les choses. Concrètement, vous pouvez aussi télécharger le dossier de candidature pour pouvoir le préparer et pour pouvoir le déposer une fois que vous avez terminé. En tout cas, nous, on est à votre disposition. C'est un message important à vous faire passer parce que voilà, on est dans une logique plus de co-innovation avec vous que juste voilà, de faire le relevé des compteurs, des dizaines, voire centaines de candidatures le 12 décembre. C'était un message important. L'expérimentation ? Oui, sur le cadre des expérimentations, parce qu'effectivement, ça pose question. Qu'est-ce que vous entendez par expérimentation? Encore une fois, je suis un peu lourdingue avec ça, je suis désolé, je me rends compte, mais l'idée, ça va vraiment être de tester votre proposition de valeur en situation réelle et d'expérimenter effectivement cet élément de solution sur le terrain, soit sur des chantiers qui sont apportés par la SGP, soit sur des terrains d'expérimentation. On vous invite à le faire, que vous pourriez proposer, ou des partenaires pourraient également proposer. Ce qu'on va chercher à faire dans le cadre de ces projets d'expérimentation, c'est à chaque fois d'objectiver, de mesurer finalement les impacts de la solution que vous proposez. Donc ça fait partie effectivement de tout le travail d'ingénierie. On va définir très précisément tous les indicateurs de succès en fait, qu'on va apprécier pendant les 6 mois d'expérimentation, 6 mois maximum, encore une fois. En matière de soutien, finalement, je l'ai déjà dit, hein, nous, on est là pour vous accompagner. On est bien effectivement dans cette démarche de co-innovation. On vous accompagne dans l'ingénierie de ce projet d'expérimentation et dans le déploiement effectif de la solution pendant les 5 mois restants. Soutien méthodologique et humain, donc je l'ai dit, puis donc soutien financier, vous l'avez compris. Je crois qu'on a un exemple qui sera très parlant. C'est le moment où on va se lâcher un peu là. Oui, voilà, on a voulu faire Daniel Jasmin, qui est de la société Explolab, qui fait partie de l'AMO Innovation de la Société du Grand Paris. Voilà, on s'occupe de la partie incubation une fois que les projets sont sélectionnés. On a pris volontairement un petit exemple décalé, hein, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche dans les candidatures que vous allez poser, mais imaginons qu'une société nous propose un système de robot qui fait du tri et qui après peut-être produit des briques et compacte les déchets pour pouvoir mieux les transporter. Et qu'est-ce qui va se passer? On va passer par le comité de sélection qui va étudier la faisabilité, voir si on est réellement capable en 6 mois d'expérimenter
le projet et de pouvoir analyser pendant ces 6 mois les gains potentiels qu'on pourra en tirer. Pendant les 6 mois d'incubation, on va aller vraiment sur un chantier, mettre en œuvre ce test à petite échelle. Et par contre, ce qu'on va essayer de faire pendant les 6 mois, c'est de pouvoir comparer ce processus de traitement par rapport au processus actuel et voir les gains qu'on aurait sur toute la chaîne de traitement du déchet. On aura un bilan qui sera fait au bout des 6 mois. Ce bilan, en fin de compte, donnera naissance à un plan de généralisation. C'est-à-dire qu'on dira maintenant comment on pourrait faire pour passer à l'échelle et faire sur plusieurs chantiers, voire sur l'ensemble des chantiers, mettre en place ce processus. Et donc une fois que ce plan de généralisation est validé, encore une fois, on est dans l'expérimentation, donc on peut se tromper. Il est possible qu'une partie des expérimentations nous montre que finalement le potentiel n'est pas présent ou que le modèle n'est pas celui qui était imaginé initialement. Donc ceux qui auront réussi à passer le cap, il y aura une phase pilote qui a priori dure 18 mois, sur lequel on testera à plus grande échelle toutes les métriques pour pouvoir en faire une solution industrielle qui rentrera ensuite dans les déploiements des chantiers du Grand Paris. Je vais laisser Bernard expliquer peut-être ce qui se passe sur la suite et puis on aura des temps de questions-réponses si vous avez des questions sur la phase d'incubation. Bonjour à tous. Bon, d'abord, excusez mon petit décalage à l'arrivée. Pour tout vous dire, je rentre de Bologne où il y avait un congrès sur les tunnels pour présenter notre projet et pour présenter ses difficultés et ses risques. Et évidemment, la question des déblettes est quelque chose d'assez central. Donc là aussi, sur ce sujet-là, nous sommes regardés bien au-delà de notre pays. Alors effectivement, on a souhaité faire évoluer nos cahiers des charges en la matière. On avait déjà des exigences qui étaient relativement fortes en matière de déblais, en termes de taux de valorisation, en termes d'utilisation à chaque fois que c'est possible de modes de transport alternatifs. On a mis en ligne également, c'est tout récent, ça date d'hier, sur le site de la Société du Grand Paris, un catalogue de toutes les solutions de valorisation que nous avons pu identifier et qui a évidemment vocation à s'enrichir avec les solutions que vous avez proposées, que vous allez proposer. Et puis nous sommes en train de passer également des accords de partenariat avec les différents gestionnaires d'exutoires suite à un appel qui a été lancé au mois de juin, qui a permis d'identifier environ 150 sites, un peu plus de 150 sites, qui là aussi seront disponibles et permettront de trouver plus facilement des exutoires de toute nature pour nos différents marchés. Mais au-delà de ça, à l'intérieur de nos marchés, on a voulu faire, après nos premières consultations, un retour auprès des entreprises pour voir comment on pouvait les inciter davantage à innover, à faire des expérimentations, à nous proposer un certain nombre de choses. Et elles nous ont répondu que dans nos cahiers des charges, de façon traditionnelle, on demandait, quand il y avait des variantes, à ce qu'elles soient d'emblée présentées à un niveau extrêmement poussé, sans avoir de garantie absolue que cette variante serait recevable, intéresserait la Société du Grand Paris, donc une mobilisation forte de moyens, sans garantie derrière que ça pourrait présenter un intérêt et que ça ne serait pas un investissement perdu pour les entreprises. Donc on va changer cette pratique-là dans les prochaines consultations qui vont être lancées. On va demander aux entreprises de proposer des solutions variantes, également des solutions d'expérimentation, donc des choses qui pourront être faites pendant le déroulement du chantier, et de le faire très en amont, c'est-à-dire avant la remise de la première offre, donc dans les premières semaines qui vont suivre la consultation. On aura un échange spécifique sur ce sujet-là, sur des propositions qui ne seront pas encore pleinement abouties, mais qui donneront le descriptif de ce que l'on imagine avec ces variantes ou ces expérimentations. Sur la base de ce dialogue, nous dirons aux entreprises ce qui nous paraît intéressant, ce qui nous paraît utile de poursuivre, et ce n'est que lorsque les entreprises rendront leur offre finale qu'on leur demandera d'avoir la variante complètement analysée et surtout complètement chiffrée. Donc un dialogue qui se fait en amont sur le sujet et qui évitera d'avoir un investissement trop fort, qui sera la garantie que les solutions envisagées sont a priori recevables pour la Société du Grand Paris. Également en matière d'expérimentation, il était important dans ce que vous allez proposer qu'on puisse avoir des terrains d'expérimentation. Donc nous allons inclure dans les différents cahiers des charges, éventuellement d'ailleurs par avenant sur les marchés déjà cités, déjà signés, de la possibilité de mener ces expérimentations sur les chantiers en cours, donc les terrains disponibles pour que vous puissiez tester les solutions que vous allez nous présenter seront ainsi pourvus. Donc on est vraiment dans une démarche globale, on a vraiment la volonté de faire bouger ce sujet-là. On le fait évidemment en partenariat étroit avec toutes les entreprises de la profession, qu'il s'agisse des entreprises de génie civil ou, comme je les ai cités, les gestionnaires d'exutoires, et on
compte évidemment beaucoup sur vous pour alimenter cette réflexion et pour pouvoir pousser des solutions qui se mettront en œuvre de façon plus large demain. Voilà ce que je voulais vous dire en complément. Et puis je pense que maintenant, c'est la fin Place de aux vos questions. questions-réponses. Voilà, merci beaucoup Bernard Catelin. Il y a un temps réservé maintenant pour prendre vos questions et l'équipe projet, les partenaires sont là pour y répondre. On va vous faire passer quelques micros dans la salle si les personnes qui sont chargées de ça veulent bien venir. Est-ce que toujours difficile de poser la première question, mais qui se lance sur le cadre de l'expérimentation, sur les moyens alloués? Je vais vous faire passer ce micro, j'arrive. Merci monsieur. N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, Jean-Paul Carla pour la société Forwardis, organisateur de transport de solutions ferroviaires ou multimodales. On a très envie, évidemment, de candidater, d'être apporteur de solutions pour cet énorme projet. Il y a une question qui nous tient à cœur pour être en capacité de tenir dans le calendrier qui est proposé, c'est le sujet de la caractérisation des déblais. C'est-à-dire à quel moment, une fois que le travail d'excavation est fait, à quel moment on arrive à déterminer, à caractériser le déblai et pour en trouver la solution pour l'emmener là où il doit aller. Et pas forcément la même destination. Oui. Aujourd'hui, la caractérisation se fait évidemment par rapport à la réglementation, et cette réglementation est quand même très centrée sur une destination exutoire et un statut de déchet qui est attaché au déblai, donc avec un protocole d'analyse qui repose sur ce qu'on appelle la lixiviation, des essais de lixiviation. Et aujourd'hui, on a un délai de quelques jours, entre 3 et 5 jours, entre le moment où le déblai est excavé et où on a la connaissance telle qu'elle nous est, qui correspond à la réglementation. Mais c'est précisément un des enjeux que j'ai évoqué tout à l'heure, de voir quels seraient des dispositifs innovants qui pourraient permettre de gagner du temps, parce que vous avez raison, c'est bien un sujet et une difficulté que ce laps de temps entre l'excavation du matériau et sa caractérisation fine. Merci. Je voulais juste préciser, parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait que les solutions recherchées, si elles étaient intégrées, qu'elles couvraient une grande partie de la chaîne de valeur, c'était bien, évidemment. Mais une solution innovante qui répond à un besoin précis, qui est capable d'améliorer l'efficacité du dispositif, que ce soit sur l'excavation, que ce soit sur le traitement, la valorisation ou la partie transport, c'est évidemment aussi recherché. Donc ce n'est absolument pas discriminant de couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur. Rappelons-le. Une autre question? Monsieur. Merci. Laurent Froin, société Ecosem, fabricant de laitiers moulus de hauts fourneaux en France. Je voudrais vous demander quel est le budget que vous prévoyez en termes d'aide et quel est le nombre de projets que vous souhaitez sélectionner en fin des fins. Le budget, donc je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il peut aller jusqu'à 100 000 € par projet, par lauréat, effectivement. Et on prévoit au moins 5 lauréats. Voilà. C'est clair pour tout le monde. Encore une question? Oui, madame. Merci, Nathalie Elchaninov du CEREMA, Bureau d'ingénierie publique. J'ai une question pratique en fait sur la réponse à l'appel à projet. On a été, je pense, un certain nombre ici à avoir suivi ce sujet depuis un certain temps avec les acteurs. On a répondu à des appels à manifestation d'intérêt pour chacun expliquer quelle était la valeur ajoutée de son positionnement sur le sujet. Ces réponses sont partagées aujourd'hui. Elles seront dans le site documentaire pour que nous puissions aller plus vite dans la recherche de partenaires.
Vous faites référence à l'appel à manifestation d'intérêt qu'on avait mis en place en 2015, pour laquelle il y a eu une restitution le 19 novembre dernier. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que nous avons eu un grand nombre de contributions, puisqu'on a eu 33 contributeurs, qui couvraient d'ailleurs tout le champ des parties prenantes sur la gestion des déblais. Et c'est naturellement à partir de ces éléments-là que nous avons pu affiner et construire notre dispositif, les premiers cahiers des charges et nos premiers dossiers de consultation des entreprises. Et on peut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, la manifestation qui est lancée ce matin s'inscrit dans ce processus continu d'amélioration en matière de gestion des déblais. Est-ce que vous avez eu la réponse à votre question? Donc c'est partagé, tout a été diffusé et sera mis sur le site. Oui. Oui, Mme Colosio. Par rapport au projet, au nombre de projets, je pense que ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que nous, côté ADEME, s'il y a des projets qui ne sont pas retenus parce qu'ils ne rentrent pas pile dans le scope de l'appel à projet du Grand Paris, l'ADEME se réserve aussi la possibilité de regarder certains projets qu'on pourrait compléter et accompagner également pour justement donner encore plus de volume et plus d'ambition à l'ensemble de l'appel à projet. Et voilà, donc vous encouragez à ne pas hésiter à déposer des projets. Merci, ça démultiplie les chances du coup pour vous tous. Il y a une question, monsieur. Oui, bonjour. Patrick Séchin, moi je me place comme constructeur. Je pense qu'il serait intéressant de nous expliquer un peu quelle sera l'architecture du projet futur, la reconstruction. Parce qu'il est bien de vouloir valoriser des déchets, mais ce qui serait bien, c'est de savoir comment on pourra les réemployer éventuellement, suivant l'architecture des projets à venir, de ce qui sera reconstruit sur place. Merci pour cette question, monsieur. Bernard Catelin. Alors, c'est un des sujets, effectivement, qui est l'aspect valorisation. Comment utiliser les déblais, c'est sur quoi nous avons commencé à travailler, mais sur lequel aussi on attend des propositions de votre part en complément. Comme je le disais tout à l'heure, on a mis en ligne un catalogue des différentes solutions qui sont d'ores et déjà identifiées, donc qui pourront fournir des idées suivant les différents cas, suivant les différentes natures de matériaux. Il y a en fait deux catégories. Il y a la réutilisation des matériaux directement comme matériaux futurs nécessaires à la construction, avec diverses solutions identifiées. Et puis, il y a l'utilisation des matériaux pour des opérations en masse, je dirais. Donc, c'est typiquement les aspects comblement de carrière ou les aspects réaménagement paysager dans certains secteurs. Et là aussi, on a identifié un certain nombre de cas qui sont présents dans le catalogue où on pouvait utiliser ces matériaux pour refaire des aménagements paysagers là où on a des terrains qui aujourd'hui ne sont pas accessibles. Merci. Une dernière question peut-être? Tout est clair pour tout le monde? Alors, je vous propose de terminer cette réunion. C'est pas terminé complètement puisque vous avez la possibilité d'échanger avec l'équipe projet. Nous, on va se tenir ici à proximité. Il y a un café qui est également servi. Et puis, vous êtes dans ce beau lieu. On vous a parlé, Alexandre Labasse, de cette exposition. Et finalement, je crois que vous êtes le commissaire de l'exposition qui voulait vous inviter à visiter cette exposition. Je vous laisse la parole pour la pitcher en 1 minute. Oui, bonjour, merci. La pitcher en 1 minute, en fait, beaucoup de choses ont été dites par Alexandre tout à l'heure en introduction. Effectivement, quand la ville de Paris a lancé Réinventer Paris, on s'était dit que c'était un petit peu le moment, comme une volonté politique en fait, de faire quelque chose. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant le concours que finalement, il y avait un vrai enjeu avec ces déchets. On ne savait pas au départ. Hein. On ne va pas mentir, on ne savait pas. Et on s'en est rendu compte et on s'est dit c'est vraiment l'occasion inouïe de développer ce sujet. D'autant que je suis architecte, j'ai une pratique professionnelle, je construis des bâtiments. Je suis aussi enseignant et je suis aussi chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le Cratère, qui est un laboratoire d'excellence, comme le disait Alexandre tout à l'heure, autour de cette question de l'architecture en terre. Il faut bien comprendre qu'en France, nous sommes un pays vraiment leader concernant la connaissance de cette matière.
Les laboratoires tels qu'ils existent, à Grenoble notamment, n'existent pas ailleurs. Et on a un terreau de connaissances scientifiques autour de sujets qui faisait partie de cet alignement de planètes, comme le disait tout à l'heure Alexandre. Et à partir de là, on a déroulé les fils, on a compris un petit peu l'enjeu, parce que comme d'ailleurs le rappelait une des diapos, le Grand Paris Express, c'est que 10 à 15% de la matière totale. Hein. On a fait un petit calcul, nous, dans 20 ans, c'est 400 millions de tonnes en fait, de terre inerte qui vont sortir, c'est pas simplement 43. Donc c'est assez considérable, c'est un tas de 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Et en fait, on a tiré ces fils, on a compris un peu les enjeux, on a beaucoup travaillé avec le Prédec notamment, et on a illustré en fait le circuit de la matière dans une première séquence en fait de l'exposition, que cette matière aille dans les centres de l'extraction jusqu'au centre de retraitement existant, et puis dans les zones de stockage, on a compris en fait les enjeux. Et à partir de là, on a joué sur les connaissances que nous avions, avec les réseaux que nous avions déjà tissés depuis quelques années sur ces sujets. Et on montre en fait, le clou du spectacle, d'une certaine manière, on montre en fait comment on a pu transformer cette matière, hein, qui est aujourd'hui considérée comme un déchet, légalement. À partir du moment où un propriétaire souhaite se défaire de sa terre, la terre de son site, eh bien, cette terre est considérée comme un déchet, alors que pour nous, non, pas du tout, elle n'a jamais été. C'est une ressource considérable. Et on a pris donc une douzaine d'exemples de terres qu'on est allé chercher sur des chantiers parisiens. Et on les a analysés en laboratoire avec des analyses bien précises, qui avaient des charges assez précises. Et on les a reformulés quand c'était nécessaire, puis on les a transformés en matériaux. Et c'est ça que vous pourrez voir dans l'exposition là-haut. C'est ce processus en fait, de transformation d'une matière en un matériau de construction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tiers de l'humanité habite dans des bâtiments en terre aujourd'hui. Et que c'est le premier matériau de construction de l'humanité. C'est fondamental. Et la Terre a disparu en fait depuis 50 ans des radars. Elle a disparu depuis 50 ans des radars avec la révolution industrielle, avec le développement des procédés de construction, de préfabrication, du béton, la reconstruction d'après-guerre, etc. Mais c'est un matériau qui est profondément ancré dans nos racines constructives et localement en fait, dans toutes les régions de France et du monde. Merci d'avoir tenu dans la minute. Voilà, merci à tous les intervenants, merci aux partenaires de l'appel à projet, merci à vous d'être venus. Comme je vous l'ai dit, nous restons là pour être disponibles et répondre à vos questions. Et puis n'hésitez pas à aller prendre un café ou un petit jus. À bientôt, merci beaucoup.